bienvenue à ceux qui arrivent. On va se présenter rapidement. Altman Partners, une société d'accompagnement que j'ai cofondée il y a quelques années, qui est en quelques mots, c'est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises, des PME, des startups essentiellement, sur leur transformation managériale, organisationnelle, financière. On a un scope d'accompagnement qui est assez large et en fait, en général, nos clients connaissent très bien leur métier et nous, on les aide à faire marcher leurs entreprises au niveau humain, au niveau financier et sur un certain nombre d'autres sujets également. On est Bicorp depuis quelques années déjà et on est nous-mêmes une entreprise qui avons décidé de fonder notre système de management sur la confiance. Voilà. Et je vais passer la main à Dimitri et Elodie qui vont nous parler de l'Odyssée managériale en quelques mots. Ouais. Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Alors nous, on représente l'association l'Odyssée managériale. C'est une association qui existe depuis 3 ans et chaque année, 2 personnes ont l'opportunité d'effectuer un projet un petit peu atypique. Donc en fait, on est parti pendant 7 mois à la découverte d'entreprises qui repensent le management et qui cassent les codes un petit peu du management classique. Donc ce projet, il s'est effectué en 3 phases. Entre septembre et décembre 2022, on a levé des fonds pour réaliser le projet, noué des partenariats avec des entreprises françaises, etc. Ensuite, il y a eu la phase donc, de voyage et maintenant, entre septembre et décembre, où on partage un petit peu les découvertes de ce voyage. Voilà. Et pour compléter un peu ce que dit Elodie, nous, on s'est rendu dans 8 pays différents pendant 7 mois. Donc, le voyage a eu lieu cette année entre le mois de janvier et le mois de juillet. Et on s'est rendu en Suisse et en Allemagne pour commencer avec l'Europe. Ensuite, on est allé en Israël. On est allé ensuite en Océanie où on a pu traverser l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ensuite, le Chili. Ensuite, l'Argentine et enfin le Maroc. Donc, ce beau voyage qu'on a eu l'opportunité de faire était très sympa et on a vu en tout 96 entreprises. On a presque atteint la centaine, mais il y en a eu 96 et voilà, de tous secteurs différents. Et on va vous parler de quelques exemples innovants ce soir. Bon, 17h05, je propose qu'on démarre dans le vif du sujet. Alors, notre proposition pour ce webinaire qui va durer, qu'on a prévu sur une durée d'1h30, mais on va prendre la parole pendant probablement 1 heure. On va essayer de se limiter à 1 heure pour qu'ensuite il y ait un temps de questions-réponses, d'échanges. En fait, on poursuit un peu 3 objectifs à travers cet échange avec vous aujourd'hui. Reprendre un peu les bases de cette question, en fait, un peu lancinante sur le lien entre rémunération, engagement, ces choses dont on parle beaucoup en entreprise. Comment la rémunération impacte ou pas l'engagement. Et donc, on avait envie d'abord de remettre un peu les points sur les i et distinguer plusieurs choses qui vont être importantes dans ce qui va suivre dans notre présentation, c'est la rétention, l'engagement et la performance. Vous verrez ça dans un instant. On va vous proposer de distinguer un peu ces 3 notions. On va ensuite vous proposer de regarder comment l'impact, comment la rémunération peut ou pas impacter ces différents éléments qui sont distincts. Et puis, on prendra également un temps pour parler de pistes concrètes pour justement travailler sur ces dimensions que sont la rétention, l'engagement et la performance dans vos entreprises. Et on sera ravis dans la deuxième partie qui sera dédiée aux échanges, de vous écouter, d'avoir des échanges avec vous là-dessus. Évidemment, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est construit à partir de toute une étude littéraire, on va dire, en tout cas sur d'études de scientifiques qui se sont intéressés à ces questions-là. Donc, on a essayé d'être le plus ancré dans ce qui a été vérifié possible. Et il y a beaucoup de surprises quand on s'intéresse à ce que les gens ont écrit sur ces questions-là. Et donc, l'idée, c'est on n'a quand même pas énormément de temps, donc ça va être quand même d'arriver à mettre en avant, à mettre en exergue vraiment les points essentiels pour vous qui vont vous obliger, j'espère, à réfléchir. Voilà, on sera content si, en sortant de cette séance avec nous, vous avez le sentiment que certaines de vos idées ont évolué ou en tout cas vous commencez à voir peut-être les choses différemment parce que je pense que ce sujet de la rémunération vraiment mérite qu'on prenne un peu de recul parce qu'on véhicule beaucoup de lieux communs qui ne sont pas toujours avérés en fait. Voilà. Alors déjà, rapidement, 3 notions qui sont assez différentes. Donc la rétention,
Évidemment, ça parle de comment on fait en fait dans une entreprise pour faire en sorte que les gens restent dans cette entreprise et ne partent pas travailler ailleurs, si c'est possible, hein, si on a envie de les retenir. Mais évidemment, les gens qu'on retient peuvent ne pas être du tout engagés. Hein. C'est-à-dire c'est un problème quand on met des gens qui n'ont aucun engagement. Et donc, c'est deux notions assez différentes. L'engagement, ça c'est constater que vos collaborateurs sont prêts à faire des efforts, à apporter leur énergie pour votre entreprise et qui vont persévérer dans ces efforts dans le but de faire marcher la boîte. D'accord? Ça, c'est l'engagement. Et une troisième notion qui est encore différente, c'est la notion de performance. Et donc, la performance, c'est simplement quand des gens travaillent vite, quand ils font des choses qui sont efficaces et qui marchent. Voilà. On va dire ça un peu comme ça. Et donc, on va utiliser dans la suite de ce webinaire, on va essayer de remplir un peu ça, quoi, si vous voulez, cette espèce de grille où on va balayer les classiques manières de rémunérer l'individu. Et on va se demander, pour chacune de ces manières, en quoi ça peut ou pas avoir un impact sur la rétention, donc favoriser la rétention, en quoi ça peut avoir ou pas un impact sur l'engagement et en quoi ça peut avoir ou pas un impact sur l'engagement, sur la performance, pardon. Voilà, c'est ça le projet de ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va attaquer par la rétention. Avant que je laisse la main, parce que oui, je ne l'ai pas vraiment dit tout à l'heure, mais Dimitri et Elodie, du coup, viendront apporter leur expérience vécue à l'étranger pour venir illustrer avec des cas concrets, évidemment, les thèmes qu'on va aborder à travers ces différents slides qui sont, pour ma part, un peu plus théoriques. Alors, la rétention, on va aller vite parce qu'en fait, la rétention, ça ne peut pas se regarder en ne regardant qu'un seul aspect de la rémunération, puisqu'en fait, le vrai sujet derrière la rétention, c'est la question de l'équité. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tout salarié normalement constitué se demande si il est bien traité. Et évidemment, s'il est bien traité, ça concerne l'ensemble des aspects de sa rémunération. Je n'avais pas mis dans le tableau que vous avez là les avantages en nature, je sais pas, que sais-je, les tickets restaurants, etc., qui pourraient aussi évidemment être perçus par un salarié comme, et à juste titre comme un élément de la rémunération. Mais donc grosso modo, c'est à la fin de l'année, voilà, comment je m'en tire, on va dire, sur le plan de l'argent et des avantages. Et quand je regarde comment je m'en tire sur le plan de l'argent et des avantages, au fond, la seule vraie question que je vais me poser, c'est est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équitable par rapport à mes pairs dans l'entreprise, ceux dont je vais juger qu'ils sont mes pairs, ou en tout cas qu'ils me sont comparables, et est-ce que c'est équitable par rapport à ce que je pourrais trouver ailleurs pour le même travail? Voilà. C'est ça la vraie grosse question qui est derrière cette question de la rétention. Il y a quand même, quand on s'intéresse à la psychologie humaine, des choses assez intéressantes. Hein. C'est que en fait, plein d'études montrent que les humains prennent des décisions dans lesquelles ils sont amenés à renoncer à un avantage en valeur absolue si ils gardent un avantage relatif. C'est-à-dire qu'en fait, la comparaison avec l'autre est présent chez de nombreux êtres humains. Ce que je vous présente, évidemment, c'est des moyennes, etc. Tout le monde ne fait pas exactement comme ça, mais enfin, en moyenne et en majorité, les individus préfèrent sacrifier leur valeur absolue et être sûr que relativement aux autres, ils seront bien traités que le contraire. Donc, je vous ai mis ici, et on vous enverra à tous ceux qui participent auront accès à ces slides. J'ai mis un certain nombre de références qui parlent de ces questions, qui sont des références scientifiques de chercheurs qui ont fait des études cliniques sur ces différents sujets. La plus proche de ce qui nous intéresse, c'est la dernière, l'iniquité et satisfaction au travail, une étude qui a été menée par des gens en 2011, là, messieurs Card et Mass, qui ont montré qu'une rémunération inférieure à celle de ses pairs dégrade le sentiment de satisfaction au travail. Et bizarrement, d'ailleurs, ce n'est pas symétrique, puisque, en revanche, une rémunération supérieure n'a aucun effet sur la satisfaction. Vous voyez, il se passe des choses un peu bizarres dans le cerveau humain quand même. Et c'est intéressant de les connaître. Et donc, voilà, ce que je voulais montrer par ce slide, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, c'est que cette question vraiment de comment je suis traité par rapport aux autres est absolument essentielle pour comprendre cette question de la rétention. Vous retiendrez vos salariés dès lors que vous ferez en sorte que la perception, et je parle bien de perception, c'est aussi ça qui est délicat, évidemment, c'est jamais objectif comme sujet, c'est ce qui se passe dans la tête d'un salarié. Un salarié qui considère qu'il est traité équitablement va rester. Un salarié qui considère et qui constate durablement qu'il n'est pas traité équitablement va partir. C'est aussi simple que ça, la rétention. Alors, on va continuer.
Alors, quelle piste d'action concernant l'équité dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez faire en fin de compte pour travailler sur cette notion d'équité? Moi, je vois deux grandes pistes qui ne sont pas toujours bien comprises ni poursuivies par les entreprises, les DRH, les dirigeants, mais qui méritent peut-être d'être posées justement pour vous faire réfléchir. La première piste, c'est l'idée de rassurer les collaborateurs sur l'équité de l'organisation. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut comprendre que en matière d'équité, on est dans un domaine vraiment de la perception. Autant le salaire en euros, lui, il est très objectif, il est facile de le comparer à quelqu'un d'autre. Autant ce qui va faire que quelqu'un va ressentir de l'équité ou pas, ça se passe dans sa tête. Et donc, il y a deux leviers possibles sur sa tête, si je puis dire. Il y a un levier de créer les conditions pour rassurer le collaborateur sur le fait que l'entreprise est une entreprise équitable, et vous verrez dans un instant, il y a une piste ou deux là qui vous permettent de travailler là-dessus. Et puis, il y a une deuxième piste qui est de favoriser aussi la remise en question personnelle du collaborateur. Parce que le collaborateur, dans sa tête, il peut avoir l'impression d'être extraordinaire, si je prends un cas un peu caricatural. Et donc, peut-être que selon vous et selon d'ailleurs de nombreuses personnes, il est traité tout à fait équitablement, mais si lui, il est persuadé, parce qu'il rêve, que sa valeur de contribution mériterait une rémunération bien supérieure, il va être insatisfait, il peut même se barrer et aller travailler ailleurs, alors qu'au fin de compte, c'était simplement qu'il était un peu hors dehors de la réalité, si vous voulez. Donc, créer les conditions pour qu'un collaborateur soit amené à se questionner et un feedback, un retour sur ce qu'il contribue réellement à produire, c'est un élément assez important, évidemment, si on veut travailler sur cette question de l'équité et être plus performant là-dessus. Deux outils, deux pistes, les deux, vous les connaissez probablement dans les grandes lignes, même si vous ne les utilisez pas encore forcément. La première, c'est la grille des salaires. Tout simplement. On verra dans les questions-réponses si parmi vous, un certain nombre de personnes utilisent cet outil déjà dans leur entreprise. Alors, j'ai rajouté avec référentiel de compétences et de comportement. Il y a grille de salaire et grille de salaire. Nous, on pense que si on veut favoriser la perception d'une équité par les salariés, évidemment, plus cette grille de salaire montre qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça requiert que d'être à un certain niveau dans la grille, c'est beaucoup plus intéressant que si c'est juste une grille avec des noms de fonctions, si vous voulez, si c'est pas spécifique. Juste un truc que je ne vous ai pas dit et il me vient maintenant, c'est que vous avez, pour ceux qui souhaitent poser des questions, vous avez un petit, en haut de votre Teams, probablement dans la liste de vos boutons, là vous avez quelque chose qui s'appelle Q&R pour questions et réponses. Et donc j'invite tous ceux qui ont des questions, même en cours de route, là, si vous le souhaitez, à partager vos questions sur ce canal. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les traiter en live, mais on pourra se référer à ce canal tout à l'heure quand on aura terminé. Voilà. Donc, la grille des salaires, premier outil au service de l'équité de votre entreprise. En quoi cet outil peut contribuer à favoriser le sentiment d'équité par vos collaborateurs? D'abord, il rassure sur l'équité de l'organisation. En fait, le fait de mettre en place une grille, c'est déjà en soi un geste qui montre qu'on est attentif à un équilibre dans l'entreprise entre contribution d'une part et puis rémunération. C'est aussi un outil qui, en quelque sorte, montre une certaine transparence, puisque sans nommer les gens et donner leur salaire individuel, évidemment, vous vous mettez dans une situation où vous donnez aux personnes la possibilité de voir où ils se trouvent, et en quelque sorte, et vous êtes OK pour expliquer quels sont les niveaux de salaire à tel et tel niveau. Donc ça contribue à rassurer sur l'équité de l'organisation. Et par ailleurs, ça favorise également la remise en question du collaborateur quand on a un référentiel de compétences et de comportement qui fonctionne, puisque dans ce cas-là, le collaborateur va pouvoir mesurer d'abord sa position par rapport aux compétences ou aux comportements attendus qui sont indiqués dans un référentiel. Et puis, c'est également une possibilité pour le collaborateur de se projeter dans le temps et de dire, au fond, aujourd'hui, je sens que j'ai un potentiel, etc., que je peux plaquer sur cette grille et voir où je me situe. Et du coup, ça lui permet de se projeter et de se dire, voilà, peut-être dans 2 ans, je pourrais franchir tel seuil et ça sera. Voilà, donc, ça permet aussi et ça contribue à la rétention, aux salariés de voir que s'il fait un certain nombre s'il franchit un certain nombre de caps, eh bien, derrière, ça va mécaniquement se traduire par une amélioration de son traitement sur le plan de la rémunération.
Deuxième outil que nous, on trouve très puissant, qui est quand même beaucoup moins utilisé. Les gens, souvent, ont l'impression que c'est très laborieux, alors que ça ne l'est pas forcément. J'espère que les exemples que vous verrez tout à l'heure vous le montreront. L'évaluation par les pairs, moi, je trouve que c'est un outil extrêmement puissant pour ça. Pour le coup, également, comme la grille, ça va témoigner de l'envie d'un certain équilibre entre la contribution de chacun et la rémunération. Et le fait qu'on passe par cette évaluation, ça montre que l'entreprise est attentive à ça. En plus, l'entreprise montre qu'elle fait confiance à ses collaborateurs pour être en quelque sorte juge des niveaux de contribution des uns et des autres. Ce n'est pas un patron de droit divin qui, voilà, on est entre nous, on est dans la même entreprise et on se fait confiance. Et souvent, également, ça s'accompagne d'une plus grande transparence. Souvent, quand on va vers l'évaluation par les pairs, on va chercher à un moment donné des moyens quand même de donner à ses pairs des notions de comment sont payés les gens, etc. Donc, en fait, c'est aussi un moment pour discuter des niveaux de rémunération et pour s'ouvrir dans l'entreprise, même si en France, la transparence sur les salaires fait face à des contraintes juridiques un peu compliquées. Enfin, un peu compliquées. En tout cas, on n'a pas le droit d'être totalement transparent sur les salaires, à moins que les salariés l'aient accepté chacun, enfin que chacun l'ait accepté. Mais malgré tout, c'est un mouvement vers la transparence. Je ne l'ai pas dit explicitement, mais la transparence, évidemment que la transparence, si vous voulez donner l'impression, enfin, si vous voulez prouver, ça serait plus juste que votre entreprise, elle se comporte de manière équitable, plus vous êtes transparent, plus ça donne confiance dans le fait qu'effectivement vous êtes équitable. Plus vous êtes opaque, plus vous cachez ce que gagnent les uns et les autres, plus vous allez être suspect ou vous allez être suspecté, pardon, je cherchais le terme, de cacher des choses en fait. Alors peut-être que c'est pas vrai, mais simplement le fait d'être opaque. Donc la transparence, c'est un élément important. Et puis l'évaluation par les pairs, elle favorise beaucoup la remise en question du collaborateur. Elle fait disparaître le syndrome de mon manager ne me comprend pas, puisque ce sont des pairs, plusieurs personnes, des gens qui vous ont vu travailler et qui sont à côté de vous, parfois dans des bureaux, qui donnent leur avis. Et évidemment, du coup, ça rend très puissant le feedback que vous obtenez. Et en quelque sorte, vous allez vous dire, au fond, c'est peut-être moi qui m'étais imaginé quelque chose, mais là, je vois bien que ce sont des gens qui m'apprécient, qui ne font pas ça pour m'emmerder, etc., qui sont autour de moi. Et donc, ce retour, il va compter. Voilà, c'était le deuxième point d'ailleurs. Le jugement par les pairs facilite l'acceptation du feedback. Voilà, je vais passer la main du coup à Dimitri et Elodie pour qu'ils vous parlent de deux entreprises qu'ils ont rencontrées. Donc, je vous laisse la main à tous les deux. Voilà. Merci Thierry. Merci Thierry, merci pour tous ces éclairages. Alors, on vient de voir que le montant de rémunération n'influe pas nécessairement sur l'engagement, mais nous, ce qu'on voulait vous dire ce soir avec Elodie, c'est que pendant notre voyage du coup de 7 mois autour du monde, ce qui, selon nous, peut favoriser l'engagement, c'est la façon de gérer le système de rémunération en lui-même. Et donc, pour ça, on voulait vous parler de deux entreprises qu'on a rencontrées en Argentine. Et juste pour remettre un petit peu de contexte sur l'Argentine avant de démarrer avec l'exemple, on dit souvent que c'est le pays le plus européen du continent latino-américain, que ce soit par l'architecture en ville, les mentalités, les styles de vie. Mais par contre, s'il y a bien un point où en Argentine c'est très différent, c'est sur le contexte économique. Il y a beaucoup d'inflation en Argentine, 100% par an. Et donc, paradoxalement, en fait, cette crise économique qu'ils vivent au quotidien pousse les entreprises argentines à opter des systèmes de rémunération plus justes et plus innovants. Et donc, la première boîte dont on voudrait vous parler, c'est Manas, qui est une petite boîte qu'on a rencontrée à Buenos Aires dans le secteur de la tech. Il y a 34 collaborateurs, donc c'est pas nombreux. On s'est entretenu avec deux collaborateurs, le directeur et le CEO et le directeur marketing. Et ce qui est vraiment ressorti de cet entretien, c'est que en fait, les salaires chez Manas, ils sont sur mesure. Quand je dis sur mesure, c'est le cas depuis 10 ans. Et ils sont, chaque salaire est en fait une somme de 4 composantes. Donc, le premier, c'est le niveau de compétence. C'est ce qui est marqué sur la slide. Le premier, niveau de compétence. Le deuxième, selon le niveau de responsabilité. Le troisième, selon le coût de la vie et le lieu où on habite. Et le quatrième, selon une évaluation par les pairs. Alors, pour parler un petit peu d'abord du niveau de compétence. En fait, il y a un logiciel interne chez Manas où en fait, chaque collaborateur va avoir accès à un espace personnel où vont être inscrites toutes les compétences qui sont indispensables pour son métier.
Donc, par exemple, tous les développeurs vont avoir certaines compétences sur lesquelles ils vont pouvoir progresser. Ça ne va pas être les mêmes pour les membres de la direction, ni pour l'équipe marketing. Enfin, voilà, chacun va avoir ses compétences. Et alors, pour vous situer, en fait, chaque collaborateur, on a en moyenne une dizaine qu'il doit développer. Et en fait, il y a une évaluation de ces compétences qui est régulièrement faite. Et sur chaque compétence, on va être noté sur 5. Et on va pouvoir, il y a 5 paliers. Et en fait, si on monte en compétences, on va pouvoir avoir une rémunération, un gain de rémunération. Et ce qui est intéressant vraiment dans cet exemple, c'est vraiment que en fait, c'est comme un système de grille, mais en plus précis, parce que transparent pour chaque collaborateur. Chaque collaborateur voit vraiment en temps réel là où il est bon, là où il peut augmenter, là où il peut s'améliorer. Et finalement, du coup, c'est ce qui nous amène à dire que le salaire est en partie sur mesure. On a trouvé également que ce système était équitable, car très objectif, et qu'il était possible de visionner en temps réel tout ce qu'on pouvait développer comme compétences. Alors le deuxième point, c'est le niveau de responsabilité. Bon, ça c'est plutôt classique, hein, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Donc ça semble normal d'être rémunéré selon son niveau de responsabilité. Et c'est évidemment transparent car tout le monde connaît les responsabilités de tout le monde. Voilà. Alors le coût de la vie, là, ce troisième point commence aussi à être intéressant parce que chez Manas, on rémunère, il y a une partie du salaire qui va être distribuée aux collaborateurs selon le lieu où ils habitent, donc selon les quartiers plus ou moins chers. Donc là, on était à Buenos Aires, voilà, mais ou fonction des villes en banlieue. Donc on a trouvé ça intéressant, pas très commun. Mais le point sur lequel on voudrait s'attarder ce soir, c'est sur le quatrième pilier, l'évaluation par les pairs. Alors c'est là où ça nous a vraiment bluffé. En fait, il y a 1/5 du budget de Manas qui va être distribué à tous les collaborateurs. Donc, je vais partir d'un exemple pour être peut-être un petit peu plus clair. Ils sont 34 chez Manas. Donc, à partir du principe qu'il y a 34 000 $ alloués à ce quatrième pilier. Ces 34 000 $ vont être équirépartis entre tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc, chacun va avoir 1 000 $. Et en fait, le but, c'est que chaque collaborateur avec ces 1 000 $, chaque collaborateur va devoir distribuer ces 1 000 $ aux autres collaborateurs selon des critères qui ne sont pas fixes. Et quand on dit pas fixe, ça veut dire qu'on va essayer de prendre en compte dans la rémunération les choses pas facilement mesurables. Donc les attitudes, les comportements, la capacité à contribuer à un environnement de travail positif, la capacité à travailler en équipe, la façon sa capacité à gérer le stress, et puis même plus loin, son sens de l'humour, sa bonne humeur, tout ça, ce sont des choses qui vont finalement concerner 1/3 de la rémunération. Et on a trouvé ça assez intéressant, car ce que nous a dit le CEO pour conclure notre entretien, c'est que son but est de se rapprocher le plus possible de la vérité, et selon lui, c'est ces 4 critères, et en particulier le dernier qui permet vraiment ça. Donc voilà pour Manas. Je laisse la parole à Elodie pour parler d'un autre exemple, aussi en Argentine, une boîte qui s'appelle Ten Pines. Oui, alors Ten Pines, c'est une entreprise qui a un système innovant pour gérer les augmentations de salaire. Donc Ten Pines, c'est une entreprise aussi du secteur de la tech, mais où ils sont plus nombreux, ils sont à peu près 150 collaborateurs. Et eux, ils gèrent de manière innovante les augmentations de salaire. Déjà, à savoir qu'il y a une transparence de tous les salaires, et c'est un prérequis pour cette pratique, à moins qu'on l'adapte, bien sûr. Donc le principe, c'est qu'il y a 2 sessions par an où on a l'opportunité d'augmenter son salaire. Et pendant ces sessions, il y aura un comité qui se réunit, mais surtout 1 mois avant la session, on a un réseau social interne qui est ouvert, et chacun peut suggérer une augmentation de salaire et devenir le leader de son augmentation de salaire en faisant un post sur ce réseau social où il indique, donc comme on le voit un petit peu sur la reconstitution à gauche, il indique le motif, donc il explique son progrès, pourquoi il pense mériter une augmentation de salaire. À la suite de cela, il écrit aussi l'augmentation souhaitée, son salaire actuel, le salaire actuel est bien sûr vérifié, il ne peut pas mentir, et les collègues auront donc 1 mois pour mettre des j'aime, voire se porter garant pour soutenir cette augmentation de salaire.
À savoir que n'importe qui ne peut pas se porter garant. On ne peut pas demander à son pote dans l'entreprise, allez, porte-toi garant, s'il te plaît, etc. Non, il faut que ce soit l'un de nos 2 mentors, au minimum, parce qu'on a 2 mentors dans l'entreprise qui nous suivent depuis le début, et aussi au moins une personne de notre équipe proche, de nos collègues très proches de notre équipe, etc. Donc, si on n'a pas ces 2 garants et qu'on arrive le jour du comité d'augmentation de salaire, c'est refusé d'office. Ensuite, qu'est-ce qui se passe le jour de ce fameux comité? Déjà, il faut savoir qui est présent. Donc, quasiment tous les collaborateurs peuvent participer. Parce que chez chez Ten Pines, je confonds avec celle d'avant, chez Ten Pines, en fait, à partir du moment où on a 6 mois, 1 an d'ancienneté, on devient une racine du groupe, ce qu'ils appellent vraiment membre racine. Ça veut dire qu'on a son avis à donner sur les questions stratégiques du groupe et sur un peu la vie d'ensemble de l'organisation. Donc une fois qu'on est une racine, eh ben, on peut participer à ces comités d'augmentation de salaire. Donc les personnes viennent, on passe en revue le profil, les postes un par un de chaque personne qui souhaite une augmentation. La personne est présente et elle présente à nouveau ses motifs, etc. On vérifie qu'elle a au moins 2 garants, on observe le nombre de j'aime, voilà. Et ensuite, un vote par consentement a lieu. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de vote par consentement. C'est à ne pas confondre avec le classique, c'est le vote par la majorité. Il y a le consensus qui est aussi différent du consentement. Le consensus, ça veut dire que tout le monde vote oui, tout le monde est d'accord. Alors que le consentement, ça veut dire que la décision passe s'il n'y a pas d'objection valable. Concrètement, comment ils font? Il y a un logiciel qui s'appelle Loomio, L-O-O-M-I-O, et qui permet de faire ce vote par consentement. Donc on a 4 options, oui, non, bloc ou s'abstient. Et tant que personne ne vote bloc, la décision peut passer. Et si quelqu'un vote bloc, alors on demande à cette personne, voilà, explique-nous pourquoi tu as voté bloc, quelles sont tes objections. Et on essaie de lever ces objections tous ensemble. Et si l'objection n'est pas levée, l'augmentation est refusée. Voilà, donc ça peut amener plusieurs cycles de vote afin de lever les objections peu à peu. Et donc finalement, quel lien avec l'engagement? Ce qui est remarquable dans cette pratique, c'est déjà la transparence, qui, comme on l'a expliqué avant, renforce le sentiment d'équité, de justice. Et il y a aussi la confiance qui est accordée aux collaborateurs, finalement, qui sont à la fois leaders, mais aussi juges des autres. Et c'est cette confiance et cette autorégulation entre les membres qui renforce l'engagement, parce que finalement, on se dit, c'est équitable, c'est juste, on a toutes les explications de pourquoi, c'est très objectif. Et finalement, c'est une pratique, ils nous ont dit, qui renforce énormément l'engagement de l'entreprise et que les salariés apprécient. Merci, Voilà. merci Elodie et Dimitri. Effectivement, donc vous avez vu là des versions très très créatives en fait, très imaginatives pour tenter alors vous parlez d'engagement, il y a aussi évidemment cette question de la rétention. C'est derrière ça, on voit bien que des gens qui cherchent à créer les conditions qui font qu'un individu lambda, alors on ne peut pas satisfaire évidemment tout le monde à 100%, mais enfin, l'idée c'est qu'une majorité de gens disent ici, je sens que je suis bien traité, vous avez parlé de transparence, vous avez montré la grille des salaires dans le cas de Manas, l'exemple précédent. Vous avez vu que dans les 2 cas, on a cette évaluation par les pairs, la contribution des pairs à un retour finalement sur la légitimité de la demande d'augmentation ou sur le niveau de salaire en fait. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont des entreprises qui ont compris que cette question de l'équité, ça passait par ces étapes-là pour en quelque sorte vraiment permettre à l'individu de se sentir dans un monde où les choses vont être équitables, quoi. Du coup, on va passer à une deuxième dimension. On parlait de la rétention. Maintenant, on va passer sur la question de l'engagement et la performance, qui sont des questions un peu différentes. Vous allez le voir, je pense. Avant de reprendre la grille que je vous ai présentée tout à l'heure, je vais vous présenter une petite carte qu'on utilise, nous, pour parler de cette question de l'engagement dans l'entreprise, l'engagement et la coopération, avant de parler de la performance. Donc, ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est qu'au fond, les conditions de travail, la rémunération fixe, en tout cas, des avantages, ce sont des choses qui vont permettre la rétention, mais vous pouvez très, très bien retenir chez vous des gens qui ne sont pas du tout engagés pour l'entreprise, quoi. Et donc, on sent bien déjà à partir de ce principe-là que la question de l'engagement et la coopération, comment je fais pour obtenir de l'engagement et de la coopération de la part de mes équipes, ça se passe ailleurs, quoi, en quelque sorte.
Et nous, notre carte, elle nous donne 3 pistes. Alors quand je dis notre carte, c'est une carte qui a été construite à partir d'un certain nombre de chercheurs sur le sujet que j'ai cité en référence en haut à droite de ce slide. Et en gros, quand on lit toutes ces personnes, on s'aperçoit qu'il y a 3 grandes dimensions. Il y a toute une dimension autour du lien. Donc là, je parle de l'inclusion, de l'ouverture. Enfin, l'inclusion, c'est je sens que je fais partie d'un groupe dans lequel j'ai ma place et pour lequel je compte. L'ouverture, c'est sentir que je peux être authentique, je peux être moi-même et on me laisse être moi-même et je suis écouté, je peux m'exprimer. Donc ça, c'est toute la partie autour du lien. On a une deuxième partie, je pense que ça n'étonnera personne. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont quand même bien connues maintenant, hein, mais cette question du sens, on dit que c'est encore plus vrai maintenant avec les jeunes générations. C'est tout à fait possible. Je crois que Dimitri et Elodie nous en toucheront un mot tout à l'heure d'ailleurs. Mais voilà, donc cette question autour du sens, elle est aussi très importante pour obtenir de l'engagement, de la motivation. Si vous avez le sentiment de travailler pour une entreprise qui est utile dans le monde dans lequel elle se trouve, qui porte des valeurs qui correspondent à ce qui vous plaît, etc. Si vous sentez que les décisions d'entreprise sont prises en cohérence avec ces valeurs, vous allez naturellement avoir envie d'apporter plus que de rester. Vous aurez aussi envie de contribuer, de faire quelque chose pour que cette boîte marche mieux. Puis on a une troisième dimension qui n'est pas la plus comprise, moi je trouve, et qui en même temps est très 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 importante, aussi importante que les deux autres, et que souvent on oublie, c'est la possibilité pour les gens de s'accomplir. Alors s'accomplir, ça veut dire faire des choses, avoir de la liberté pour agir, prendre des initiatives, s'apercevoir qu'on réussit. C'est pour ça que la compétence, qui est une des 2 sous-dimensions, est importante. Savoir qu'on peut faire les choses, même si c'est challenging et qu'on y arrive. On n'est pas dans l'échec. Hein. Voilà. Et donc cette dimension autour de ce qu'on appelle nous le pouvoir d'agir, elle est tout à fait clé aussi. Voilà. Et donc on voulait vous montrer cette carte avant d'aborder la question de la rémunération, parce que ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre en quoi la rémunération peut ou pas agir sur ces 3 grandes familles d'ingrédients qu'il est nécessaire d'avoir dans une entreprise pour qu'on ait un gros niveau d'engagement et de coopération. Alors, je vais donc reprendre ma grille maintenant. Hop, voilà, donc je reprends cette grille. La rétention, on vient d'en parler. Maintenant, on va aborder pour chacune des lignes qu'on a là. Et là, pour le coup, on va rentrer dans chacun des types de rémunération. On va aborder notre compréhension. Hein. On va accepter tous ensemble que même si la science s'est pas mal penchée sur ces sujets, tout ne marche pas à 100% pour tout le monde. Hein. C'est des moyennes. La science, elle vous parle de moyennes. Il y a toujours des gens qui sont un peu différents, qui fonctionnent autrement. Mais moi, je trouvais quand même intéressant de peut-être vous surprendre. Hein, avec des moyennes, des constatations qui ont été faites par les scientifiques sur ces questions-là, en prenant ligne par ligne. Alors, on y va. Le niveau de salaire fixe et les avantages en nature n'ont aucun impact sur l'engagement et la performance. Voilà. Donc, le salaire fixe, évidemment, est important pour quelqu'un puisqu'il va se comparer aux autres et il veut vérifier qu'il est traité équitablement. Mais ce n'est pas parce que vous considérez que vous êtes traité équitablement que vous allez faire le moindre effort pour faire réussir cette entreprise. Et vous pouvez très bien ne pas être engagé du tout. Vous pouvez très bien produire des choses qui ne sont pas du tout performantes. Et ça peut être OK pour vous. Et le salaire fixe, ce ne sera jamais un moyen de bouger en quoi que ce soit ce niveau d'engagement ou ce niveau de performance. Je vais aborder une autre ligne. Je vais en faire 2 en même temps parce que pour le coup, l'augmentation de salaire et le bonus individuel ont des comportements absolument identiques. Évidemment, alors l'augmentation, c'est plus durable puisque une fois que vous avez augmenté quelqu'un, l'année prochaine, il aura toujours son augmentation. Enfin, en tout cas, il sera monté d'un cran. Dans le cas du bonus, c'est plus ponctuel et il ne peut pas avoir de bonus l'année suivante. Mais au fond, dans ce cas-là, ça a un impact selon nous et selon la recherche sur l'engagement. Au moins à court terme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais souvent on dit, oui, il va y avoir une augmentation de salaire, ça dure 3 semaines, et puis après le gars a oublié, puis il retombe dans ses travers d'avant s'il en avait. Pourquoi c'est positif? En fait, si vous repensez au slide que je vous ai présenté avant, autour du lien, du pouvoir d'agir et puis du sens, ce qui est intéressant quand on donne une augmentation à quelqu'un ou quand on lui donne un bonus, en fait, au-delà de l'argent, on est en train de lui passer un message. Et en général, ce message, c'est « tu fais du bon boulot, tu es bon dans ce que tu fais ». Parce que sinon, tu n'auras pas d'augmentation, sinon, tu n'auras pas de bonus individuel. Voilà. Je ne parle pas des entreprises je ne parle pas des augmentations annuelles, réévaluation des salaires, etc. Là, je parle bien d'une augmentation individuelle qui est donnée à un salarié au moment où, et on lui dit pourquoi, on lui dit bravo, tu as bien travaillé, je te donne une augmentation. Hein. Je parle bien de ça, attention.
Et donc là, moi je crois que ce qui est en jeu derrière ça, c'est que ce message, c'est un message de reconnaissance et que la personne, quand elle reçoit cette augmentation ou quand elle reçoit ce bonus individuel, en fait, le message qu'elle perçoit très bien, c'est « tu fais du bon boulot ». Voilà. Et ça, si vous vous rappelez de ma carte, la partie bleue à droite, où là où il y a ce besoin d'autonomie, ce besoin de compétence, eh ben là, cette personne, elle est rassurée dans ce besoin de compétence. Elle obtient un message qui lui confirme qu'elle est bien en train de faire du bon boulot. Et ça, en soi, ça contribue à l'engagement et ça, on le sait. Voilà. Et donc, ça ouvre la porte à l'idée qu'il y a plein d'autres manières d'apporter cette reconnaissance, mais que la rémunération, quand il s'agit de ces deux lignes-là, eh ben, elle peut contribuer à cette reconnaissance. Je vais parler maintenant de la performance aussi, qui est ma dernière colonne à droite. Là aussi, alors, comme on sait, en fait, c'est très simple, puisque comme on sait que l'engagement, et ça pour le coup, ça a été largement démontré par les scientifiques, hein, l'engagement contribue à la performance. Notamment sur la qualité, pas toujours sur la quantité, mais beaucoup sur la qualité, ça a été largement avéré. Hein. Si vous intéressez au sujet, je vous invite à aller voir les white papers qui sont produits par Gallup, qui est probablement l'institut dans le monde qui fait les plus grosses études sur la question de l'engagement au travail. Et il démontre très très bien à quel point l'engagement génère de la performance, sur un certain nombre de paramètres d'ailleurs de performance. Et donc, si on suit cette idée que ces deux éléments de rémunération contribuent à l'engagement, bah évidemment, mécaniquement, derrière, ils contribuent également à la performance. Là, je vais aborder un point qui va peut-être donner lieu à pas mal de questions-réponses, j'espère. En tout cas, j'aime bien apporter du poil à gratter dans nos discussions. Je vais aborder la question de la prime sur objectif aux commissions. Et alors là, c'est un sujet extrêmement complexe. Je ne sais pas si parmi vous, parmi les participants à ce webinaire, des gens vivent dans un système d'entreprise dans lequel il y a donc des primes sur objectif, des commissions, tout type d'incentive. En fait, c'est extrêmement complexe. Et en réalité, quand on peut très vite créer du badwill avec ça. On peut très vite finalement affecter négativement d'une part l'engagement, mais également la performance. Et je vais donc décrire un petit peu ces deux cases là que je viens de mettre en blanc maintenant. Alors, déjà, la question de l'engagement. Donc, ce qu'on sait d'après la science, c'est que avoir une prime sur objectif ou une commission, ça favorise l'effort. C'est-à-dire qu'on sait que les gens vont faire des efforts pour obtenir cette carotte hein, qui est suspendue un peu plus loin devant leur nez. Il n'y a pas de doute. Enfin, on sait que ça produit de l'effort, c'est vérifié. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai mis « et où », il a un aspect négatif et qui a été aussi largement démontré par la recherche, hein, c'est qu'il altère la motivation intrinsèque. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, comme dans la motivation intrinsèque, pour être motivé par une activité, il faut sentir que ça vient de l'intérieur de vous, bah, en fait, la carotte vous rappelle tous les jours qu'en fait, c'est ce qui vous a mis en mouvement là, sur cette activité, bah, ça ne vient pas de vous. Et le simple fait que ça ne vienne pas de vous, eh bien, ça contribue à réduire la motivation et ça contribue aussi à réduire l'engagement. Je ne vais pas parler des nuances entre motivation et engagement aujourd'hui parce que ça serait un peu long, mais c'est-à-dire que ça va aussi, les gens vont se sentir moins engagés, c'est-à-dire moins redevables à l'entreprise parce qu'il y a cette carotte que si elle n'existait pas. Et donc, ces deux effets cumulés montrent que ce n'est pas blanc ou noir, c'est pas très clair en fait. Hein. Moi, personnellement, je pense que les aspects négatifs sont plus importants que les aspects positifs sur cette question de l'engagement. C'est assez difficile à mesurer parce que mesurer l'engagement, ce n'est pas simple. Ce qui est plus facile à mesurer, en revanche, c'est la performance. Et là, pour le coup, à nouveau, la science vient à notre aide. Et alors là, il n'y a pas trop pour le coup, il y a moins de subjectivité sur cette question de la performance, c'est très facile à mesurer. Donc en fait, toutes les recherches qui ont été menées sur cette question en anglais on parlait de reward, hein, donc la récompense, qu'elle soit, enfin la récompense financière en particulier, montre qu'elle a un impact positif sur la performance, c'est-à-dire que les gens vont plus vite, font des choses plus vite quand il s'agit de tâches mécaniques, c'est-à-dire quand il y a un effort à produire, et ça rejoint cette notion de favorise l'effort à court terme que je mentionnais dans le cas de la colonne sur engagement. Donc, on peut améliorer, si vous voulez, quelqu'un qui fait une tâche répétitive, qui n'a pas besoin d'avoir une réflexion importante sur le sujet et qui n'a pas besoin d'être particulièrement créative, va probablement pouvoir accélérer ou travailler plus vite grâce à cette initiative. Par contre, il est systématiquement et de manière assez sensible, négatif quand il s'agit de tâches complexes et créatives.
Et là, vous verrez, je donne des références dans la page qui suit de recherches qui ont été menées sur ces sujets-là. C'est extrêmement clair. C'est-à-dire, dès qu'on a affaire à des tâches complexes et créatives, il y a un effet systématique qui fait que la performance va être moins bonne parce qu'il y a cette incentive. Et même mieux que ça, plus l'incentive est élevée, moins la performance est bonne. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pour des effets simplement de pression, en fait, vous verrez tout à l'heure dans la page qui suit. Et il y a un autre problème majeur, moi, qui me semble un vrai sujet de remise en question de cette habitude qu'on a dans beaucoup d'entreprises de mettre en place des incentives sur objectifs, c'est qu'en plus, ça crée des divergences d'intérêts. Et parmi vous, autour de cette conférence, je suis à peu près certain que des gens ont vécu ces moments hyper désagréables où un patron de filiale minimise son budget parce qu'il a une prime assise sur la réalisation de son budget l'année prochaine et que du coup, il cherche à tout prix à minimiser. Au lieu de parler de l'avenir et de qu'est-ce qui pourrait se passer et d'être en intelligence sur bien préparer l'année suivante de la filiale, ben non, en fait, vous avez quelqu'un qui va vous mentir, qui va essayer de minimiser son budget pour favoriser l'accession à son budget, à sa prime. Dans d'autres circonstances, sur des cas qui ressemblent un peu à ça, mais dans un autre cas, je peux aussi vous parler du chef de chantier qui est incentivé sur les réserves à la fin de son chantier. Moi, j'avais un de mes clients qui avait envisagé de payer des primes trimestrielles qui auraient été assises sur l'atteinte d'une performance de moins de 5 réserves par chantier sur tous les chantiers que la personne a accompagnés. Et ben, moi, je lui dis, si tu fais ça, et si voilà, dans un des chantiers, tu te retrouves avec 6 réserves, le client aurait envie de faire 6 réserves, tu vas avoir un salarié qui va se battre qui va argumenter avec le client pour réduire le nombre de réserves parce qu'il sait qu'il a sa prime qui est assise dessus. Et ça ne sert ni ton entreprise et ni le client. Donc, ça vient créer des perturbations parce qu'il y a cette espèce de carotte qui est au milieu. Naturellement, le salarié a envie d'aller chercher cette carotte et ça peut amener à des comportements et à des, comme avec les 2 cas que je viens de citer, qui sont en fait totalement néfastes pour l'entreprise. Donc voilà ce qu'il en est pour la prime sur objectif ou la commission. Donc une littérature abondante sur le sujet. On vous enverra les slides, vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. C'est pas toujours facile à lire, c'est pas toujours en français. Vous avez des gens qui ont écrit sur en quoi la récompense externe, donc notamment l'incitation financière, diminue la motivation intrinsèque. Ça, c'est Deci et Ryan. Et aussi le sentiment d'être engagé, le sentiment de se sentir engagé vis-à-vis de son entreprise. Ça, c'est Joule et Beauvois. Ce sont des Français qui ont écrit un bouquin qui a fait pas mal parler de lui il y a quelques années, qui est hyper intéressant, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de lire ce bouquin hyper intéressant. Donc ça, c'est sur la question de l'engagement. Et puis, vous avez aussi des gens qui sont intéressés à la question de la performance. Et donc là, on le savait déjà dans le sport, en fait. D'ailleurs, c'est le Baumeister et Showers sont des gens qui ont regardé ça dans le sport. Tout le monde, vous sentez bien comment un joueur de tennis peut perdre ses moyens tout d'un coup quand il est sur un match très important, alors qu'il n'aura pas perdu ses moyens sur un match beaucoup plus banal. C'est exactement cet effet-là qu'on retrouve quand on a des incentives importants. Et nos derniers habits, nos chercheurs du bas, Ariely, Gnisi, Lowenstein et Mazar, c'est eux ils ont fait une étude hyper intéressante. C'est pas très compliqué à lire. Elle date de 2005, qui a très très clairement montré que comment en fait la récompense ou la pression d'ailleurs, pas que la récompense financière, mais aussi la pression exercée notamment la pression sociale d'ailleurs, plus la performance est élevée, plus la pression est élevée, plus la performance tend à se dégrader. Et ils l'ont testé sur plein de types d'exercices, de tâches, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est archi avéré. Et je trouve que ça devrait pousser nos dirigeants, nos entreprises à réfléchir à comment elles utilisent ou pas des incentives. Voilà. Dernière ligne que je vous propose de parcourir, c'est la question plutôt des éléments collectifs, donc la participation, l'intéressement, les bonus collectifs. Là, évidemment, en termes d'engagement, alors je dis évidemment, c'est positif, mais ça n'est pas du tout le même levier que l'augmentation de salaire ou le bonus individuel, parce que le bonus individuel, l'augmentation de salaire, ça joue sur la reconnaissance de la compétence. Tu es compétent, je t'augmente, tu es compétent, je te paye un bonus à toi.
Bon. Et donc, ça vient nourrir ce besoin pour une personne, ce besoin de sentir qu'on est utile et compétent et qu'on fait du bon travail, hein, qui contribue à générer de l'engagement. Mais malgré tout, pour moi, c'est positif parce que ça cultive un autre besoin. On avait parlé du lien, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma carte tout à l'heure, et ça vient nourrir ce besoin de lien. Ça vous renforce dans l'idée que vous faites partie de la famille, que vous appartenez, ce sentiment d'appartenance qui est très clé aussi dans autour de la question de la motivation et de l'engagement. Ça vous dit, voilà, tu fais partie, tu es sur le bateau avec nous et donc tu as le droit à une participation, un intéressement ou un bonus collectif. Voilà. Et donc, pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais pour l'augmentation et le bonus individuel, eh bien, comme on sait que l'engagement a un impact positif sur la performance, eh bien, évidemment, je crois que ça joue également sur la performance du salarié que de bénéficier de ce mécanisme-là. Voilà, la carte est remplie. Je pense que j'ai encore 2-3 choses à vous dire avant de passer la main à Dimitri et à Élodie. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais on est à peu près dans les temps pour l'instant. Donc, au fond, un peu en synthèse de ce qu'on vient de se dire, autant l'argent est un point important sur la question de la rétention, le bas de notre schéma, autant pour nous, il joue un rôle assez faible, en fait, sur l'engagement et sur la performance. C'est ça qu'on a voulu visualiser avec ces petites tranches vertes. Là, ouais, c'est comme si on commençait un petit peu à avancer vers l'engagement, mais ça reste quand même ce que l'argent permet de faire est assez limité en termes d'obtention d'engagement dans une entreprise. Et donc, on a deux petites cartes que je vais vous montrer qui vous montrent comment nous, on pense qu'on peut agir dans une entreprise pour développer beaucoup plus loin, au-delà de ces questions de rémunération, l'engagement collectif. C'est un peu 2 moteurs, on appelle ça le moteur de la relation et le moteur de l'action. Vous retrouvez les ingrédients que vous avez vus tout à l'heure, mais on les répartit dans deux trucs différents, quoi. Au fond, ce sur quoi, je parle peut-être à des gens qui sont déjà là-dedans. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui comprennent évidemment l'importance de développer ces 2 moteurs, mais pour donner un peu de corps à ce qu'il y a derrière ces 2 moteurs, sans forcément, là aujourd'hui on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de comment on peut faire marcher ces deux grands moteurs. Le moteur de gauche, c'est un moteur où on va vraiment travailler sur la qualité de l'attention à la personne, la qualité de la relation entre les individus. Et ça, longtemps, on est passé complètement à côté de ça. Nous, Français, ingénieurs, qui aimons bien les choses mécaniques, on s'est aperçu que une entreprise n'était pas mécanique et que si les êtres humains ne rencontraient plus d'êtres humains à l'intérieur de l'entreprise, ils allaient perdre leur motivation et avoir envie de faire autre chose. Donc, créer du lien, avoir de la profondeur, de l'écoute, de l'authenticité, c'est absolument central et beaucoup plus que ce que vous pourriez faire avec des bonus pour obtenir l'engagement de vos équipes. Et puis à droite, le moteur de l'action, celui-là, je pense, un peu moins compris, ou pas encore assez compris. C'est qu'on a besoin d'installer, et c'est pas le plus facile à mettre en place. Le moteur de la relation, c'est pas hyper compliqué de vraiment de redémarrer l'énergie dans une entreprise, mais le moteur d'action, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup de temps à s'installer. C'est de faire bouger en fait la structure, les outils, de manière à ce qu'ils libèrent l'autonomie et l'action collective. Tout à l'heure, on a parlé d'autonomie, on a parlé de compétences, comme étant les ingrédients de l'engagement et de la motivation. Et bien évidemment, si votre structure de fonctionnement organisationnel, si vos organigrammes, si vos processus, si vos manières de prendre des décisions empêchent totalement l'individu d'agir, s'il doit obtenir 15 validations avant de pouvoir bouger un petit doigt, etc., et bien vous n'allez pas évidemment créer les conditions pour que lui sente qu'il est en pouvoir d'agir. Et s'il n'est pas en pouvoir d'agir, mécaniquement, il aura envie de prendre son énergie et de la mettre dans une association sportive le week-end plutôt que de la porter à votre entreprise. Voilà. Et donc, il y a développé l'engagement, et là je rajoute et la performance. Et la performance, même avec beaucoup d'engagement, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'engagement que vous avez beaucoup de performance. C'était un peu l'écueil des entreprises libérées, d'ailleurs, enfin en tout cas de plein de gens qui se sont lancés autour de cette mode il y a une dizaine d'années de l'entreprise libérée, mais qui n'ont pas du tout compris que si on voulait faire l'entreprise libérée qui marche, il faut énormément de structure. Le squelette est différent, ce n'est pas le même qu'on utilise quand on fait de l'entreprise dirigiste, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas de structure. Et donc, on a besoin d'encadrer l'action humaine par des rituels, par des processus, par des modes de prise de décision. Moins vous êtes dirigiste, plus il faut que ces normes soient formelles et écrites, ce qui permet aux gens de les utiliser. Si vous n'avez pas tout ça, tout l'engagement que vous êtes capable de susciter dans votre entreprise n'ira pas très loin. Voilà. Et je vais terminer sur ce mot pour passer la main
à donc Élodie et Dimitri pour que maintenant ils vous parlent de 2 entreprises, je crois, hein, enfin non, de plusieurs entreprises, pardon. Je vous laisse la main, comme ça vous allez vous introduire vous-même la suite. Merci beaucoup Thierry. Oui, nous, effectivement, comme tu l'as dit, on n'aura pas le temps ce soir d'aborder tous les leviers d'engagement autres que la rémunération. Mais nous, on voulait prendre un petit peu de recul en fait sur ce qui est le contrat social vraiment du collaborateur. Donc, c'est-à-dire ce qu'on définit finalement à l'embauche et qui lie l'employé et l'employeur. Donc, il y a 2 grands piliers, on pourrait dire. Le premier, c'est tout ce qui est rémunération, avantages et durée. Donc, définir le salaire, les avantages financiers. Comme disait Thierry, il peut y avoir un système de commission, de bonus, voilà. Il y a aussi la durée du contrat, etc. Et il y a l'autre pilier qui est plutôt la négociation de nos conditions de travail et de développement professionnel, donc qui concerne les horaires, le niveau de responsabilité, le fonctionnement des relations professionnelles, les opportunités de formation et de développement. Et nous, on voulait vous apporter un peu là-dessus plutôt une analyse sociologique qu'on a fait à l'issue de notre voyage. Et le constat, c'est que vraiment, c'est sur le second point que les collaborateurs sont particulièrement exigeants aujourd'hui et beaucoup moins sur la rémunération. Pourquoi? Alors Thierry nous a partagé des raisons scientifiques vraiment d'absence du lien entre certaines pratiques de rémunération et niveau d'engagement. Et il y a un autre pilier à prendre en compte, c'est la raison sociologique. On pense qu'il y a vraiment eu un basculement en fait des attributs de la réussite. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir réussi dans la vie. On peut se souvenir de la phrase célèbre du publicitaire Jacques Séguéla, que j'imagine vous avez déjà entendu, et qui disait en 2009 si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Et nous, même si on était très jeune à ce moment, on connaît cette phrase. Donc ça montre que ça reflétait quand même une certaine mentalité, en tout cas globale, de la société à cette époque. Et aujourd'hui, si on devait reformuler une phrase un peu provocatrice de ce style, on pourrait la formuler un peu comme suit. Si à 30 ans, on n'a pas créé sa boîte, on a loupé sa vie. Alors, bien sûr, tout le monde ne veut pas créer son entreprise, mais c'est le directeur Future of Work de Ubisoft qui a prononcé cette phrase. Et c'était pour montrer que vraiment, aujourd'hui, on a la volonté de créer quelque chose par soi-même et pas de se conformer à un modèle collectif, aussi rémunérateur puisse-t-il être. Donc un indice de cette transformation vraiment sociétale, c'est déjà le nombre croissant de travailleurs indépendants que vous pouvez voir sur le petit schéma. Donc à l'époque où Jacques Séguéla prononçait sa phrase sur les Rolex, il y avait à peu près 587 000 travailleurs indépendants en France. Ce nombre, il a doublé en 10 ans. C'est énorme. Et on estime qu'en 2030, il y aura à peu près 1,5 million de freelances, d'indépendants. Alors, à noter qu'il ne s'agit pas que d'une affaire de jeunes, cette volonté vraiment d'être indépendant, libre, etc., puisque la moyenne d'âge des travailleurs indépendants est de 45 ans, alors que la moyenne d'âge des actifs global est de 40 ans. Donc finalement, ce désir, ce n'est pas une affaire de jeunes, même s'il est peut-être un peu plus médiatisé par les jeunes. Et on a un autre indice de cette transformation sociétale, on pourrait dire, c'est que les demandes d'inscription dans les masters qui préparent à la direction des grandes entreprises sont un peu en chute libre depuis 5 ou 6 ans. De même pour les filières où on est amené à exercer des hautes responsabilités dans l'administration, comme Sciences Po ou l'ENA, qui attirent beaucoup moins qu'avant. Alors que les filières comme les masters d'entrepreneuriat, beaucoup se créent, beaucoup d'écoles se créent, et c'est vraiment sur la pente ascendante. Alors, qu'est-ce qui ressort de cela? Pourquoi les gens veulent être indépendants aujourd'hui? Finalement, là, derrière cela, il y a 2 envies centrales qui sont derrière ce mouvement sociologique. C'est l'envie d'avoir une plus grande liberté d'organisation dans son travail et aussi la volonté d'avoir des perspectives de carrière plus libres, d'être quelque part plus maître de son destin, de la suite de sa carrière, etc. Mais nous, on avait envie de vous partager aujourd'hui le fait qu'on pense qu'il est possible de transformer l'entreprise afin de retrouver ces attributs qui intéressent les personnes dans l'entrepreneuriat, mais aussi les retrouver dans le monde de l'entreprise afin de non seulement attirer, mais retenir les talents. Et on voulait vous partager du coup quelques exemples. Alors je veux bien que tu passes la slide suivante, s'il te plaît Thierry. Quelques exemples d'entreprises qui justement ont essayé de prendre en compte ces nouvelles volontés cette volonté des personnes de plus d'indépendance.
et qui l'ont voilà, décliné par des pratiques concrètes. Donc, je voulais commencer par vous parler des entreprises qui essaient de mettre en place plus de liberté dans l'organisation du travail. Donc, en Australie, on a rencontré une entreprise qui s'appelle SceneChange et qui est une entreprise du secteur de l'audiovisuel. Ils ont 5 bureaux en Australie et leur job, c'est de apporter tout le support technique d'un événement, un festival ou un séminaire d'entreprise, peu importe. En tout cas, ils apportent tout ce qui est son, lumière, gestion d'événements techniques. Et on a rencontré le directeur de SceneChange, qui a une vision un petit peu provocatrice, un petit peu radicale, mais qu'il applique radicalement dans sa propre entreprise, mais le but, c'est surtout de comprendre l'idée derrière. Selon lui, le problème actuel du management est l'excès de management. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est que pour lui, il y a un espèce de mensonge qui s'est mis en place, qui s'auto-entretient. C'est que les personnes, il y a des personnes qui sont à des postes de management et qui essaieraient de faire croire qu'il y a un besoin de supervision plus fort qu'il n'est vraiment le cas dans la réalité. Alors, bien sûr, comme le disait Thierry, lorsqu'il n'y a pas de supervision, il faut beaucoup plus de règles, de processus et de normes. Mais ça, c'est pour des pures raisons de coordination. Mais la plupart du temps, lorsqu'on dit il faut superviser, il faut surveiller, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on part du constat ou du principe qu'il y a un manque de motivation intrinsèque de chaque collaborateur. Or, Yann Whitworth, il nous dit, si on pense que quelqu'un a une mauvaise volonté, ce qui selon lui n'est pas du tout le cas de la majorité des humains, et autant le savoir vite, voir qu'il fasse plein d'erreurs parce qu'il est laissé un petit peu plus autonome, et dans ce cas-là, le remplacer. C'est assez radical. Et la raison numéro 2, surtout qui est la plus importante à nos yeux, c'est que finalement, cette supervision un peu trop importante va causer une infantilisation du collaborateur. Et en fait, les managers de proximité, principalement, que Yann, lui, a décidé de supprimer dans son entreprise, selon lui, empêchent vraiment le personnel de s'épanouir, parce qu'ils peuvent prendre finalement beaucoup moins d'initiatives et ils sont plus restreints dans leur métier à eux, et ils ne peuvent pas forcément être inclus dans des réflexions un petit peu plus larges. Donc, ce qu'il a fait dans son entreprise, et c'est un petit peu fort, c'est qu'il a supprimé toute une strate de la hiérarchie. Il a décidé de supprimer tous les managers de proximité. Et donc, les techniciens qui font partie de SceneChange participent aux réunions et aux réflexions globales du bureau auquel ils sont affiliés. Ils auto-organisent aussi entre eux, avec l'aide du responsable du bureau, les plannings et les responsabilités de chacun. Donc bien sûr, Yann ne dit pas qu'il ne faut plus aucun responsable. Ce qu'il dit simplement, c'est que ceux-ci doivent être réduits au nombre minimum réellement nécessaire à la coordination de l'entreprise et que ces personnes-là doivent être vraiment dans une posture d'accompagnement, venir vraiment en support et pas en surplomb des collaborateurs. Et il dit même cette phrase pour les responsables, « Votre travail consiste à servir votre personnel ». Voilà, on voulait vous partager un peu cette philosophie de Yann Whitworth. Alors le but, c'est pas de faire comme lui et forcément de bouleverser toute la hiérarchie de votre entreprise, mais l'idée, c'est de voir, est-ce qu'il n'y a pas de la supervision en excès, en fait, à des moments dans l'entreprise et qui nuit plus qu'elle n'apporte finalement à l'entreprise. Alors ça, c'est la première entreprise dont on voulait vous parler sur ce sujet. Et la seconde, c'est OCP. Alors, je ne sais pas si vous connaissez OCP, c'est la plus grosse entreprise du Maroc. Donc, ils sont actuellement 21 000 collaborateurs, plus de 40 nationalités différentes. C'est vraiment une grosse entreprise. Et on voulait vous la prendre en exemple pour un petit peu dire, le fait de donner plus de liberté et d'autonomie aux collaborateurs, c'est pas seulement l'affaire de petites entreprises, mais c'est aussi possible dans des grosses entreprises comme OCP. Alors, OCP, à l'origine, c'est une entreprise qui était plutôt... qui était étatique et qui était assez traditionnelle, très silotée, avec peu d'autonomie pour les collaborateurs. Sauf qu'il y a un nouveau président qui est arrivé, qui s'appelle Mostafa Terrab, et qui, lui, a décidé de complètement tout repenser. Bon, déjà, il a fait un redressement économique assez spectaculaire de l'entreprise, et ensuite, il a lancé une seconde vague de changements, là où personne ne l'attendait, et il a entamé la transformation managériale d'OCP. Et on voulait vous parler de l'élément majeur de cette transformation. Alors bien sûr, il a fait tout ce qui est un petit peu classique, définition de raison d'être, de valeur, etc. Il y avait une valeur qu'il prônait qui était le leadership.
Et le leadership, donc il l'a inscrit dans les valeurs, mais il se disait, finalement, j'ai inscrit, mais il ne se passe rien de concret dans mon entreprise et tout. Il faut que je fasse quelque chose. Donc le 4 avril 2016, il a décidé de lancer le mouvement pour libérer les prises d'initiative dans son entreprise. Donc qu'est-ce que ça a été? Concrètement, ça a été comme une grande campagne de communication du président de l'entreprise qui a dit et qui a affiché sa volonté très claire de libérer les énergies afin que chacun contribue au développement de l'entreprise. Alors pour ça, il n'a pas laissé les collaborateurs non plus totalement seuls et perdus. Il a dit, OK, je vous propose 3 grands principes. Le premier, c'est l'organisation autonome. Alors vous pouvez former des groupes de travail, vous organiser de manière autonome pour former ces groupes, rien ne vous est imposé. Par contre, une règle suggérée, former des groupes plutôt de 6 à 8 personnes, venant d'au moins 3 services différents. OK. La seconde règle, ça a été le processus de conseil. Ces groupes auto-organisés, ils doivent demander des avis différents sur leurs idées. Donc, la règle suggérée, c'est de demander l'avis d'au moins 2 autres groupes de travail lorsqu'on veut prendre une décision importante. Et la troisième règle, ça a été l'intelligence collective. L'intelligence collective, ça veut dire lorsqu'on travaille en groupe, on doit vraiment profiter de la diversité des profils de chacun. Donc c'est assez important parce que, particulièrement au Maroc, on nous a dit que lors des réunions, il y avait souvent une prise de parole un petit peu inégale et que c'était un des petits défauts parfois de la culture marocaine. Et donc pour cela, le président a suggéré une règle, c'est qu'on ne peut pas prendre la parole une seconde fois tant que tout le monde n'a pas parlé au moins une fois. Alors ça, c'est plutôt le cas quand même dans des groupes, comme on le disait, de 6 à 8 personnes et pas dans des réunions à 50, voilà. Donc ce mouvement, qui a été lancé par Mostafa Terrab avec ses 3 principes, organisation autonome, processus de conseil et intelligence collective, finalement, il ne savait pas trop où ça le mènerait, il a juste suggéré ça, etc. Et ça a complètement bouleversé l'entreprise dans le positif. C'est-à-dire que des initiatives locales ont émergé de partout dans le groupe. Ils ont eu la création de 15 startups qui se sont intégrées au groupe OCP. La moyenne d'âge dans le groupe a reculé de 10 ans. Donc ça montre bien qu'ils ont reculé de 10 ans sur l'espace de 5 ans. Donc c'est assez incroyable. Ça montre bien qu'il y a une forte attractivité de l'entreprise suite à cela, parce que bien sûr, au-delà des groupes de travail qui bossaient sur des sujets plutôt annexes, style intrapreneuriat, il a surtout donné l'autorisation à tout le monde, et même dans leur propre travail, leur propre métier, de prendre beaucoup plus d'initiatives. Et donc, 8000 personnes ont rejoint l'entreprise sur ces 5 ans. Ils ont recruté massivement. Et on a trouvé que cette transformation, elle était assez incroyable et elle montre comment une entreprise, même une grosse entreprise, peuvent vivre la valeur de leadership et contribuer finalement à une grosse attraction et rétention des talents. Alors, je laisse Dimitri parler du second pilier. Ouais, voilà, je vois l'heure tourne, je vais essayer de faire vite, c'est promis. Je vais vous parler des 3 boîtes dans le volet perspective de carrière libre. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus. Plus personne en fait ne veut faire le même job toute sa vie. Et en fait, les trois exemples d'entreprises que je vais détailler sont des entreprises qui vont vraiment aller donner la possibilité aux collaborateurs de développer des compétences et finalement être proactifs dans la façon de dessiner leur carrière. Alors, la première boîte, c'est Créaolique. Pour la petite anecdote, c'est la toute première entreprise qu'on a visitée pendant notre voyage. C'était en Suisse, notre tout premier rendez-vous, et c'était génial. En fait, ce qui nous a marqué, c'est que dans cette entreprise, chaque employé peut consacrer jusqu'à 100 heures de travail par an pour entreprendre un projet personnel sur son temps de travail. Et en fait, ce quota d'heures peut permettre de créer un produit ou d'améliorer des solutions qui existent déjà. Et si au bout de ces 100 heures, l'idée a démontré sa faisabilité, ou dès qu'il y a une première preuve de demande sur le marché, l'entreprise investit dans le projet. Et l'initiateur de l'idée, et c'est là que ça devient intéressant, se trouve à la tête d'une toute nouvelle entreprise. Donc une entreprise dérivée qui vient de voir le jour. Et il y en a déjà eu 12. Donc ça montre quand même que c'est pas rien. Et du coup, Créaolique, finalement, va jouer le rôle en fait d'incubateur investisseur pour ses salariés. Et on a trouvé ça très intéressant dans le contexte actuel où de plus en plus de personnes ont envie d'entreprendre, d'être indépendants. On voyait les chiffres tout à l'heure sur la slide précédente. En fait, finalement, ça permet
en fait, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, finalement, c'est selon nous un facteur d'engagement important qui permet, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'être proactif dans sa carrière. Alors, voilà pour Créolique. Alors, je passe maintenant au deuxième exemple qui est 99 Designs, qui est une boîte qu'on a aussi vue comme Sinchej en Australie. Et dans cette boîte, qui est une boîte du secteur de la tech, il est possible d'effectuer une période de détachement de 2 mois au sein d'une autre équipe, donc souvent d'un département différent. Nous, on a trouvé qu'en fait, cette philosophie était gagnante-gagnante. De une, parce qu'en fait, le salarié, il peut continuer à découvrir et à apprendre et potentiellement se rendre compte de ce qui lui plaît plus, et ce qui lui plaît mieux dans une autre équipe. Donc, si c'est le cas, l'entreprise, donc 99 Designs, lui permet d'intégrer cette nouvelle équipe, condition bien sûr qu'elle soit d'accord. Et le deuxième volet, c'est que sinon, en fait, le salarié va revenir dans son équipe initiale après ces 2 mois et il va pouvoir mobiliser les nouvelles compétences qu'il aura acquises lors de ce détachement. Et il sera du coup sûr qu'il est à la bonne place. Et ça renforcera son engagement. Alors du coup, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, le détachement, c'est un super levier pour réduire la fuite des talents, puisque finalement, les envies de découverte, les envies de tester autre chose, voire les envies de mobilité professionnelle, peuvent être satisfaites au sein de la même entreprise. Donc, voilà pour ce petit exemple australien. Et la dernière boîte dont on voudrait vous parler s'appelle Kitchenita. Donc, une boîte qu'on a vue aussi en Argentine, comme les 2 exemples dont on parlait juste avant, donc Manas et 10 Pines. Chez Kitchenita, on fait des classes d'entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que l'entreprise, en fait, c'est une start-up elle a effectué un sondage auprès de tous ses collaborateurs de l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui contribuerait le plus à leur bien-être parmi une liste très, très variée de propositions. Donc, il y avait des abonnements sportifs, il y avait des congés supplémentaires, du télétravail, bref, tout ça. Mais ce qui est ressorti, ce que les collaborateurs voulaient en priorité, c'était suivre des classes d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, chaque semaine, cette entreprise, elle a proposé des ateliers où en fait l'ensemble des collaborateurs pouvaient apprendre à devenir de vrais entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, c'est que même du coup le CEO qu'on a rencontré, qui s'appelle Alexandre, qui va régulièrement lever des fonds, peut avoir, met en pratique vraiment des compétences qui sont nécessaires pour un entrepreneur, et il permettait à ses collaborateurs en fait de l'accompagner dans son quotidien, et on a trouvé ça assez intéressant. Et finalement, ce qu'il nous a dit, Alexandre, qu'on a rencontré, c'est que les classes d'entrepreneuriat permettent vraiment d'assouvir finalement ce besoin d'apprentissage, ce besoin d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences qui seront soit utilisables tout de suite dans l'entreprise, soit qui seront éventuellement utilisables plus tard pour un nouveau job. Voilà, donc on voulait terminer sur cet exemple. Et voilà, on vous a parlé de ces 5 entreprises qui renforcent, selon nous, l'engagement aujourd'hui dans le monde du travail. Sans utiliser la rémunération. Sans utiliser la rémunération, bien sûr. Mais sur des leviers qui ont plutôt du contrat de l'entreprise social, comme on disait au début. Ouais. Voilà pour nous. Très bien.